de 5 milliards pour le plan de riposte contre la grippe aviaire. 42 foyers dans 10 provinces sont signalés à la date du 7 janvier. Le gouvernement envisage soutenir les aviculteurs touchés par l'épidémie. Les mesures annoncées vous seront déclinées en ouverture d'édition. Mauvaise pluviométrie, le barrage de Gouinré se dessèche. Il faut alors prendre des mesures limitatives de son exploitation. Éviter tout accroc, c'est l'objectif de la rencontre tripartite ONEA, autorités régionales et exploitants. Nous vous en faisons écho dans une poignée de minutes. Burkina, Cap-Vert, on revient ce soir sur la deuxième sortie des étalons. Angle d'intérêt, le regard de nos envoyés spéciaux depuis le Cameroun. On va également s'intéresser aux émotions dans la famille du coach Malo et au village de la Canne. Séquence émotion donc dans la page sportive de cette édition. La place de l'indépendance à Bamako, Noir du monde, une manifestation géante en réaction aux sanctions infligées par la CEDEAO. À l'instar de la capitale, plusieurs autres provinces ont emboîté le pas. Un signal fort d'unité nationale, même si la junte affirme ne pas rompre le dialogue avec l'institution communautaire. Ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Une épidémie de grippe aviaire sévit au Burkina. L'information a été donnée hier lors du Conseil des ministres. Et pour être plus complet, le ministre des Ressources animales a animé un point de presse ce jour. 10 provinces touchées dans 3 régions, soit 42 foyers identifiés. Mais Moussa Kaboré annonce des mesures en riposte et en soutien aux aviculteurs touchés. Pour ce faire, il faudra mobiliser plus de 5 milliards de nos francs. On en sait davantage dans ce compte-rendu signé Moussa Ouedraogo et Nyat Kiteda. Les dégâts causés au Burkina Faso par la grippe aviaire en chiffres. Plus de 500 000 poulets décimés, environ 1 300 000 œufs perdus pour une valeur économique estimée à 4 700 millions de francs CFA, la grippe aviaire est présente au Burkina. 10 provinces de cette région, le centre-ouest, le centre-sud, les cascades, la boucle du Bouhoun, le plateau central et le nord sont les foyers d'alerte du virus de l'influenza aviaire. Virus potentiellement dangereux aussi bien pour la volaille que les personnes. Cette maladie infectieuse est caractérisée par un rythme accéléré de contagion, une chute donc de ponte, des troubles respiratoires, digestifs et nerveux, ainsi que de forte mortalité, pouvant aller jusqu'à 100% des effectifs de volailles et des oiseaux touchés. Chez l'homme, la grippe aviaire se manifeste par la fièvre, la toux, des douleurs musculaires, des infections oculaires et respiratoires. Au vu de sa dangerosité et de son degré de propagation rapide, des mesures sont prises pour une riposte à la hauteur de cette épizootie aviaire. Nous allons procéder au recensement de la volaille, à l'abattage, à l'incinération et à l'enfouissement des volailles et d'autres oiseaux morts. Il s'ensuit donc une désinfection des locaux d'élevage concernés. Le gouvernement entend maintenir une veille permanente par la surveillance de la maladie dans les sites d'élevage au sein de l'avifaune, les oiseaux migrateurs et chez l'homme. Le plan de riposte mobilise 5 800 millions de francs CFA, dont plus de 3 milliards pour l'indemnisation des acteurs et le reste pour la surveillance. Mais l'indemnisation est sous condition. Si vous déclarez, si les vétérinaires viennent faire le constat, procèdent à l'abattage et à l'incinération, ainsi qu'à l'enfouissement, qu'à partir de ce moment, vous pouvez prétendre à l'indemnisation. Le Burkina compte plus de 52 millions de têtes de volailles. Et c'est la 3e fois que le pays connaît l'épizootie de grippe aviaire après 2006 et 2015. Les deux conférenciers, le professeur Charlemagne Ouedraogo de la santé et Moussa Kaboré en charge des ressources animales insistent sur la prévention car la grippe aviaire n'a pas de traitement. Le ministre de la Santé qui poursuit également son plaidoyer auprès des leaders d'opinion pour barrer la route au Covid-19 est solliciter la communication, sinon la sensibilisation de leur communauté à la vaccination. En droite ligne de cet objectif, le professeur Charlemagne Ouedraogo était chez l'empereur des Mossé pour solliciter son accompagnement. Le témoignage de Rasmane Zoundi et Vincent Kenroubeo.
Le plaidoyer de professeur Charlemagne Ouedraogo auprès du Mogo Naba pour une large adhésion à la vaccination contre le coronavirus. Le ministre de la Santé s'est présenté ce matin au palais de Naba Bangogo pour solliciter la voix du souverain du Mogo afin de mobiliser les populations pour se faire vacciner. Nous avons évoqué la situation épidémiologique et Sa Majesté a parlé donc de son accompagnement à travers les bons messages et surtout inciter l'ensemble de la communauté à s'impliquer dans la vaccination contre la Covid-19. En fin d'année, nous étions à environ 1 170 000 personnes qui ont été vaccinées contre la Covid-19 avec les vaccins qui sont disponibles. Et cette vaccination a été gratuitement offerte à la population. Nous avons une cible de 70% de la population générale à atteindre d'ici décembre 2022. Le message est bien reçu. Le Mogo Naba Bangogo affirme son adhésion aux différentes mesures de prévention contre le Covid-19. Il s'inquiète même de la situation des étalons qui ont enregistré des cas de contamination depuis le Cameroun. Les différents notables mobilisés pour la circonstance vont contribuer à une large diffusion du message afin d'amener les plus réticents à se faire vacciner. Convenir de la question de la réconciliation nationale, c'est le plaidoyer du ministre de tutelle qui privilégie l'approche inclusive et participative. Partenaires ciblent également les communautés. Cet après-midi, Zéphirin Diapré était à la communauté musulmane pour solliciter adhésion et accompagnement. Rasmane Zoundi et Issia Kanana pour le témoignage. Le processus de réconciliation nationale décliné à la communauté musulmane du Burkina Faso. Face au président El Hadj Moussa Kwanda et toute son équipe, Zéphirin Diabré livre point par point les différents dossiers de réconciliation répertoriés par son département et le processus en cours. Au-delà des explications, le ministre en charge de la réconciliation est aussi là pour féliciter la communauté musulmane. Une communauté qui a donné un exemple de réconciliation à travers la mise en place d'un bureau consensuel issu de son dernier congrès. Le ministère de la Réconciliation nationale, en fait un travail qui a déjà commencé depuis très longtemps par la communauté musulmane. Donc nous nous situons dans leur pas et je n'aurai pas de mots assez forts et intéressants pour louer vraiment toute la contribution de la communauté musulmane à la cohésion sociale et à la paix dans notre pays. Je me réjouis donc de savoir que cet engagement-là va continuer et va appuyer fortement la démarche de réconciliation nationale. Pour Zéphirin Diabré, cette démarche de réconciliation nationale au Burkina Faso se veut surtout inclusive et participative. Et c'est une communauté musulmane qui rassure ici de son entière disponibilité à accompagner le processus. Je voudrais également vous rassurer de la disponibilité de la communauté musulmane dans tout ce qui concerne les dialogues, la cohésion, l'union fraternelle entre les fils et les filles de Burkina Faso. Et évidemment, la communauté musulmane se tient à la disposition des autorités burkinabées pour créer et participer à l'œuvre de sécurité de notre cher pays. C'est une visite en prélude à la tenue du Forum national sur la réconciliation. Un forum attendu pour mars prochain, selon le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Quel avenir pour la grande mosquée de Djoula-Soba? Nombreux ont-ils été à se poser la question avec l'effondrement de 2 minarets. Eh bien, le gouvernement a décidé de donner suite à la requête de la reconstruction. Une délégation ministérielle est venue porter le message au comité de gestion et de réhabilitation. Et pour que les travaux se déroulent dans les règles de l'art, des spécialistes du domaine seront associés à la réhabilitation. Betty Bienaon et Karim Assis. La problématique de la réhabilitation de la grande mosquée de Djoula-Soba au centre de cette visite d'une délégation ministérielle. Face aux différentes parties prenantes, la délégation ministérielle veut voir dans quelle mesure les travaux de construction des 2 minarets peuvent débuter le plus tôt possible. Une étude avait été demandée auprès du ministère de l'Urbanisme pour voir dans quel cas on pouvait reprendre les travaux. Nous avons échangé à bâton rompu avec les différents acteurs
et il est convenu que l'étude soit d'abord appropriée au niveau local et que à l'issue de cette appropriation-là, les acteurs se mettent ensemble pour élaborer une feuille de route. Et c'est cette feuille de route que nous allons attendre pour commencer les travaux. Cette démarche gouvernementale est bien accueillie par le comité de gestion et de réhabilitation de la grande mosquée de Dioula-Soba. Elle dénote, selon le président du dit comité, de l'intérêt que le gouvernement accorde à ce patrimoine culturel et touristique. Nous demandons à toute la communauté bobolaise quand même d'être patient, de faire l'étude minutieusement pour qu'on puisse quand même avoir un minaret, un mosquée quand même qui répond à l'attente de tout le monde. C'est en août dernier que la grande mosquée de Dioula-Soba a perdu 2 de ses minarets suite à une intempérie. Cette visite sonne donc comme un espoir de voir les temps prochains la mosquée retrouver son luxe d'antan. Pour le SPONG et cette autre ONG, l'accompagnement est effectif et acté depuis ce 14 janvier. Une signature de partenariat à travers des protocoles d'accord évalués à plus de 200 millions de nos francs. Projet visé, le programme Benkadi dont nous vous faisions cas dans nos éditions de la veille. Il vise la résilience des populations face au choc climatique. Nous suivons les détails avec Paul-David Bambara et Estelle Judith Assokpa. Lancé en mai dernier, le programme Benkadi entre dans sa phase de mise en œuvre au Burkina Faso avec ses signatures de protocole entre le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG et 7 ONG partenaires, AGREF, Tipalga, Children Believe, ASMAD, APDR, APIL et IFD Dori. Elles réitèrent ainsi leur engagement au SPONG avec une enveloppe financière de 221 500 000 francs CFA, un montant qui devrait permettre à la réalisation des activités du programme Benkadi, un programme dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Ce seront des activités de formation qui vont être données à l'endroit donc des communautés à la base. Mais en plus de cela, c'est un projet qui est axé sur le plaidoyer. Donc des plans de plaidoyer, d'actions de plaidoyer vont être développés en lien avec les engagements que le gouvernement a pris au niveau de la contribution déterminée au niveau national pour agir sur l'atténuation et l'adaptation aux effets des changements climatiques. Donc en plus de cela, nous avons un focus sur le volet mine, en ce sens que les sociétés minières ont pris des engagements en matière de mesures de sauvegarde environnementale et nous voulons vérifier si ces mesures-là sont effectivement mises en œuvre et aussi accompagner, sensibiliser les artisans miniers qui sont au niveau donc des sites d'orpaillage afin qu'elles puissent respecter donc la réglementation en la matière, notamment donc ne pas utiliser les produits prohibés comme le mercure, le cyanure au niveau donc de ces sites-là. 7 régions du Burkina Faso sont bénéficiaires du programme et l'objectif à terme est de renforcer la résilience des populations bénéficiaires face au choc du changement climatique. Le programme Benkadi, qui signifie en langue bambara, travailler ensemble dans la même direction, est une initiative de la société civile ouest-africaine. Il couvre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et bien évidemment le Burkina Faso et a une durée de 5 ans. À Gouéré, dans le nord, les partenaires se remobilisent pour sauver ce qui peut l'être du barrage de la commune. Une retenue d'eau qui tarit eu égard à la mauvaise pluviométrie, d'où la nécessité d'en limiter l'exploitation. Une décision, somme toute, qui bénéficie de l'assentiment des parties engagées, Constantin Ouedraogo et Abdoul Rasmanezongo. Avec la mauvaise pluviométrie, le barrage de Gouéré, unique ressource en eau de ravitaillement pour Waïguia environ, faiblit de plus en plus. D'où un accord tripartite entre exploitants, techniciens de l'ONEA, Office national de l'eau et de l'assainissement et autorités régionales pour restreindre l'usage de l'eau. Unanimement, la mesure de restriction des usages de l'eau a été prise. Et c'est à la suite de cette rencontre que l'arrêté a été pris. Et à la suite, évidemment, il y a eu des communiqués qui ont été diffusés par l'ONEA pour que le plus grand nombre de personnes puissent être informées.
Et la sortie d'aujourd'hui, c'est pour contrôler le respect de l'arrêté. Les exploitants, s'il n'y a pas de restrictions, s'il n'y a pas de mesures disciplinaires en leur sein, certains vont emblaver, mais ils ne vont pas récolter. Donc nous ne disons pas de cesser les exploitations, nous disons simplement de restreindre l'utilisation de l'eau. Tous les acteurs, autorités, techniciens et exploitants, notamment maraîchers et pêcheurs, reconnaissent la nécessité de limiter l'usage de l'eau car c'est une question de survie. Il est juste demandé de réduire et non de cesser l'usage de l'eau. C'est tout à fait normal. Même en famille, quand tu constates la diminution de tes vivres, tu revois la consommation. La sensibilisation va se poursuivre pour convaincre les derniers résistants aux restrictions liées à l'utilisation de l'eau du barrage de Goéré, tout en espérant une excellente pluviométrie la saison prochaine. Travailler à l'autonomisation des jeunes de la commune de Piela, un objectif qui a fédéré les forces de la commune et du projet Fonds Enfants. 10 jeunes en situation de vulnérabilité ont été identifiés, puis placés en situation d'apprentissage pendant 2 ans. Avec succès, ils ont aussi pris part au certificat de qualification professionnelle et à un stage de perfectionnement. Tous ces investissements sont estimés à près de 12 millions de nos francs, tenant compte des kits d'installation pour les bénéficiaires. La remise avec Amidou Lankwande et Jérôme Matendano. Des kits d'installation en coupe-couture et menuiserie bois pour soutenir l'autopromotion de ces jeunes de la commune de Piela. C'est le couronnement de 2 ans de formation financé à 90% par le projet Fonds Enfants et Jeunes afin de permettre à ces 10 bénéficiaires de faire face aux rigueurs du marché de l'emploi. Et à la demande de la commune de Piela pour former donc 10 jeunes à des métiers porteurs de leur choix, Fonds Enfants et Jeunes a bien voulu accompagner cette commune pour renforcer la capacité de ces 10 jeunes, les doter en kit et en fonds de roulement pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ce sont des jeunes désormais prêts et aptes donc à aller vers le marché du travail. Et ils l'ont exprimé et déjà même à travers ce qu'ils ont eu comme production. Et donc en tant que bénéficiaire, en tant que commune, c'est vraiment une joie pour nous. Chaque jeune formé bénéficie également d'un fonds de roulement de 250 000 francs CFA. C'est l'occasion de dire merci et surtout de rassurer les partenaires. Nous sommes contents aujourd'hui pour notre remise des kits d'installation. Ça va nous aider pour nous travailler pour demain. Même pour nos enfants aussi. Courage, détermination et créativité, c'est en substance les conseils du représentant de Fonds Enfants et Jeunes à ces néo-artisans. Le chargé de projet se veut rassurant. L'accompagnement se poursuit en appui conseil. Nous repartons à Bobo-Dioulasso où la matinée a été des plus chaudes à l'Institut national des sciences de la santé. Un mouvement d'humeur entamé par les étudiants ce 13 janvier s'est poursuivi ce 14 au point d'entraîner des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Et pour mieux comprendre les causes de cette situation, une de nos équipes fait le constat sur place en recueillant les avis des protagonistes. Précision avec Hassan Gougabou et Adama Julien Dambélé. La calmie après la tempête à l'INSA de Bobo-Dioulasso. Si tout paraît calme, ces 2 dernières journées ont été chaudes entre les étudiants et les forces de l'ordre. Tout s'est réparti d'une assemblée générale interrompue sur la demande de l'administration. On est allé pour la tenue de notre assemblée générale et à notre grande surprise, la réponse que le président de l'université a eue à l'égard des étudiants, c'est d'ordonner une répression barbare sur les étudiants qui a occasionné d'énormes dégâts. Ça fait au total 40 personnes qui ont été arrêtées et plus d'une dizaine de personnes blessées. Lorsqu'il y a une coalition, on doit pouvoir préciser que c'est une coalition de l'ANEP et de la PCDF, ce qui n'est pas le cas. Nous avons seulement un nom coalition avec 2 porte-paroles qui sont représentés par des étudiants. Alors, donc, étant donné que nous n'avons pas justement un document officiel de l'existence de cette coalition, nous ne pouvons pas accepter que les activités
rentrer dans le cadre donc d'une quelconque protestation puisse mener sur le campus de l'université. Quant aux responsables ANEP section Bobo, il s'agit là d'une coalition particulière et elle est tout à fait légitime. La coalition a été formée avec les structures à caractère syndical comme l'ANEP, la FECIBF et les délégués d'étudiants. Donc à notre grande surprise, l'administration nous a écrit pour dire que notre coalition est illégale, que donc elle interdit l'organisation de notre assemblée générale. La coalition est mise en place pour une circonstance et les structures qui la composent sont légales. Je peux que s'il y a un problème, vous allez jusqu'à l'autorité, même si le problème n'est pas résolu, vous pouvez faire de la protestation. Mais aucune rencontre, et on vous invite au dialogue, vous ne venez pas. Est-ce que c'est vraiment ça, la construction, vouloir du bien-être des étudiants? Aucun des deux partis ne veut lâcher prise. Néanmoins, chacun se dit prêt au dialogue, sans toutefois vouloir faire le premier pas. Atmosphère plus paisible avec la RTB qui célèbre l'excellence et à travers ce geste, c'est tout un encouragement qui s'adresse à l'ensemble du personnel. Les lauréats de prix spéciaux courant 2021 ont été célébrés ce 14 janvier à Ouagadougou. Ils sont une vingtaine, occasion pour les premiers responsables d'exhorter à la persévérance. Bernard Koumbelem et Ahadi Sandamba. Tapis rouge pour des agents qui se sont illustrés de par leur abnégation au travail. C'est une soirée d'hommage à une vingtaine de journalistes et techniciens en service à la radio-diffusion-télévision du Burkina RTB. À travers cette soirée, le premier responsable de la nationale du son et de l'image traduit la fierté de l'institution à ces hommes et femmes lauréats de différents prix d'excellence en journalisme au cours de l'année écoulée. C'est grâce à votre professionnalisme et à l'engagement déterminé de tous que courant 2020 et 2021, la RTB a engrangé une vingtaine de prix, des Galians, un prix RFI, un prix FESPACO et bien d'autres prix aussi prestigieux. C'est pourquoi nous avons voulu cette cérémonie pour adresser à chacun de vous, lauréats, nos chaleureuses félicitations. Nous voulons à travers cette rencontre célébrer l'excellence. Plus qu'une reconnaissance, cette soirée d'hommage est également une invite à mieux faire. Quand la maison où vous travaillez reconnaît le mérite que vous avez, on ne peut plus être satisfait au-delà de cela. Et nous sommes très contents de cette reconnaissance. Et cela aussi nous invite à nous engager davantage et à travailler plus pour que cette maison-là, RTB, rayonne. À cette soirée, le directeur général de la RTB rend également un hommage à l'ensemble des travailleurs pour le travail abattu. Il revient en outre sur les résultats d'une enquête de l'UNSD qui classe la RTB Télé comme la chaîne de télévision la plus suivie et la RTB Radio la deuxième chaîne la plus écoutée au Faso. Et Pascal Yemboni Tchombiano d'appeler les uns les autres à plus d'abnégation pour maintenir le cap. En sport, retour ce soir sur la seconde sortie des étalons à la CAN 2021. La bonne affaire réalisée face aux requins bleus du Cap-Vert avec une victoire d'1-0 à la clé. La rencontre vue du stade Olembe avec la délégation burkinabé. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Alidou Badini, Jérôme Tchenrobego et Christelle Paris. Un seul mot d'ordre en ce deuxième jour de compétition pour le Burkina. Faire corps avec la sélection nationale. C'est ensemble que le ministre des Sports Mathias Tankwano et le président de la FPF Lazare Bansé arrivent au stade d'Olembe. Déjà installés dans les tribunes, les supporters ne cessent de donner de la voix. À 1h30 du match, voilà enfin les étalons. Ils savent que ce match contre les requins bleus est décisif. Il faut se mettre en jambe pour obtenir cette importante première victoire. Après l'échauffement des deux nations, coup d'envoi de l'arbitre égyptien Amin Omar. Le match est à l'avantage des étalons. Dans les tribunes, on ne tient plus jusqu'au but de Hassan Bandé à la 39e. Les émotions reprennent leur droit à la reprise. Le public, acquis à la cause burkinabé, est partagé entre angoisse et espoir jusqu'au coup de sifflet final.
Même s'il y a à redire dans le contenu, l'essentiel est là. Les 3 premiers points de Kamou Malo dans une canne. Dans pareille circonstance, on ne peut pas cacher nos émotions. On est bien sûr habité par un sentiment de fierté, du devoir accompli. C'est ça. Et surtout quand vous pensez que vous avez remis du baume au cœur de milliers de Burkinabés, ça fait énormément plaisir et ça vous encourage à en tout cas continuer sur cette lancée. Voilà, je me sens un homme heureux comme tous les Burkinabés ce soir. Le Burkina prend au passage 2 des prix très convoités. Celui du meilleur supporter grâce à Amadou Souri Amadjin et celui d'homme du match décerné à Blati Touré. Ça fait plaisir. Mais moi, mon but premier, c'était de me rendre à service de l'équipe. Voilà, s'il y a bien sûr une petite récompense derrière, ça fait énormément plaisir. L'adversaire du jour reconnaît qu'il avait plus fort que lui en face. Au Burkina, j'avoue que le Burkina Faso est une bonne équipe avec des joueurs physiques et talentueux. C'est une équipe qui est forte dans les contre-attaques. Je trouve que c'est l'une des meilleures équipes du tournoi. Ce n'est pas le résultat auquel je m'attendais, vu le travail que nous avons abattu au cours de la semaine. Rassurés par ce succès, les étalons devront aller chercher leur qualification pour les 8e de finale le lundi 17 janvier prochain à Bafoussam, à 294 km au nord de Yaoundé. Et cette victoire des étalons coïncidait avec la première apparition du coach Kamou Malo à une phase finale de la CAN. Le sélectionneur, vous vous en souvenez sans doute, n'avait pu prendre part à la première sortie pour cause de Covid-19. Et pour cette expérience, sa famille a bien voulu ouvrir ses portes à l'une de nos équipes. Angoisse, prière et joie ont rythmé la soirée de la famille Malo. Voyons cela avec Aras Manezundi et Mahamadi Wena. Comme il est de coutume, c'est au restaurant familial que la famille Malo suit le match Cap-Vert-Burkina. Le chef de la famille honore sa première apparition en Coupe d'Afrique en tant que sélectionneur des étalons. Si la même match comme ça, bon, on évite de s'appeler et puis pour ne pas déranger quoi. L'instant est chargé d'histoire. Avant de s'installer pour le match, Madame Malo et ses invités reprennent en chœur le Titanier. Nadège, la fille de coach Malo, préfère, elle, supporter l'équipe debout. J'aime pas voir papa triste, donc quand c'est comme ça, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. À la première offensive des étalons menée par Gustavo Sangaré, la supportrice numéro 1 de Kamou Malo jubile. Ce sera ainsi à chaque situation favorable au Burkinabé. Et même lorsque Hervé Kofi enlève la frappe de Julio Tavares. Le moment de délivrance intervient à la 39e minute du match. Chapelet en main, elle peut remercier son Seigneur pour ce scénario. Mais en seconde période, le rythme est infernal, surtout dans le dernier quart d'heure. Insoutenable pour Dame Malo. Le coup de sifflet final vient soulager. Vraiment, bon, on voyait qu'en tout cas c'était dur, c'était chaud. Mais bon, si tout le monde va faire confiance au coach, je pense qu'en tout cas on peut aller loin. Il a assuré, félicitations à lui, félicitations aux garçons. On les encourage, on les suit, nos prières les accompagnent. Voilà.
Autre lieu, ambiance similaire, mais cette fois-ci en grandeur nature, le village de la Canne, dressé au sein de l'espace Bogodoga-Ouagadougou. Il enregistre de l'affluence depuis le début de la compétition. Mais comment concilier le besoin d'émotion des amoureux du foot et les mesures sécuritaires et sanitaires? Franck Ouedraogo et Ahadi Sandamba nous fournissent des éléments de réponse à travers une immersion. Village de la Canne, à l'espace Bogodogo de Ouagadougou. Un écran géant de 36 mètres carrés poursuit les matchs en direct du Cameroun. C'est un cadre idéal pour bon nombre d'amoureux du ballon rond depuis le début de la biennale de football africain. Nous, on n'a pas eu l'occasion de partir au Cameroun pour voir le match, mais bon, on se sent comme si on est au Cameroun. Et vraiment, ça fait plaisir d'être avec des amis où vraiment on crie comme si c'était un stade, quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir. Vraiment, je trouve que bon, ça sort un peu de l'ordinaire. Vraiment, il y a plus d'ambiance que de rester à la maison. À la maison, on ne peut pas mieux crier le but que quand on est vraiment en groupe. Vous pouvez vraiment retrouver des amis que vous avez vus un peu longtemps. Bon, en fait, ici, c'est un coin bien arrêté pour bien suivre le match. C'est pour ça que je suis venu. Ce soir, du 13 janvier, le Burkina Faso joue son deuxième match contre le Cap-Vert. Et un match particulier, ambiance tout aussi particulière. Le village est plein à craquer. Des belles occasions comme des belles prestations. Le village comme un seul homme s'en réjouit. Pour la prestation d'ensemble des étalons, ici, c'est la joie. On est très fiers de notre équipe. Et nous, sincèrement, les mots me manquent pour dire tout ce que je veux dire. J'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment cool le match. Et puis, on a gagné. On est très heureux aujourd'hui ce soir-là. On a fait une victoire. Alhamdoulilah, je voulais 3-0, mais malheureusement on a fait 1. Mais c'est bon. Bon, après le match, là, vraiment, je me sens vraiment heureuse de voir les étalons gagner. Alors, félicitations aux étalons. C'était bon, mais ce n'était pas arrivé. On aurait préféré une large victoire, au moins 2 buts, mais bon, on garde toujours espoir. Dans un contexte sanitaire et sécuritaire difficile, toutes les dispositions sont prises pour prévenir les éventuels écarts de comportement. Port du masque obligatoire avant l'accès au village, désinfection des mains au gel hydroalcoolique, des mesures pour barrer également la route au coronavirus. Vraiment, c'est intéressant, très bien fait. On passe à notre santé déjà avant qu'on se retrouve pour éviter effectivement qu'on se contamine par rapport au Covid-19. Je dis c'est un bon geste puisque ça nous permet de lutter contre la maladie et puisque ici il y a du monde, on est entre nous, donc s'il y a des gestes barrières, c'est une bonne initiative. Je trouve que c'est une très bonne chose, surtout que le corona est en train de sévir partout dans le monde, et particulièrement ici au Burkina. Je trouve quand même qu'il faudrait qu'on les respecte pour pouvoir se préserver de la maladie. Franchement, il faut reconnaître que c'est très bien. Et de penser Covid quand même, hein, franchement, à l'entrée, on a des masques vraiment qu'on nous remet tous. Je salue ça, quoi. Au village de la Canne, c'est également à boire et à manger. Le match des étalons du Burkina Faso face au requin bleu du Cap-Vert est terminé. Mais l'ambiance, elle se poursuit, et ce, tout au long de la Canne Cameroun 2021.